document. Donc un petit rappel vite fait. Hein, le but ici, le projet, c'est de réaliser un maximum de robots mobiles, donc de petits ensembles qui soient capables de répondre à un cahier des charges. Notre cahier des charges pour cette année, c'est vous amener le plus possible à participer au tournoi de robotique de Nîmes. Ce sera mi-mai, donc l'année prochaine. Alors, donc on va travailler en deux étapes. Une première étape qui consiste à découvrir tous les composants de base. Pour cela, je vous ai amené ici une maquette que je fais faire à mes étudiants. Donc l'idée, c'est de s'approcher de ça. Ne cherchez pas particulièrement le design. Peut-être qu'on va faire ce design-là, peut-être que ça va être un design un peu différent. Mais l'idée, de toute manière, ça va être d'utiliser le principe. C'est-à-dire qu'on va avoir, et aujourd'hui, on va faire les capteurs de ligne. Ensuite, la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra, on va travailler sur la réception de ces informations et regarder si ça fonctionne bien. Et une étape suivante, ça va être commander des moteurs. Bien sûr, après, il faut que l'ensemble soit sur un support pour que des moteurs qui fassent tourner des roues qui fassent avancer un mobile, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, à la base, l'idée, c'est toute une partie électronique qu'il faut voir indépendamment du cadre, parce que ça peut être fait pour n'importe quoi. Je regarde si il fonctionne, voilà. Donc là, la première étape, ça va être de faire ça. Voilà. Ça, c'est assez basique à faire. Donc la première chose à faire, ça va être de comprendre les capteurs de ligne. Donc ici, dans ce cadre-là, on va voir aujourd'hui comment fonctionnent les capteurs de ligne. Donc ce sont des petits éléments assez basiques. Qu'est-ce que je vous ai mis là-dessus? Donc là, on ira voir toute cette partie-là par la suite. Donc on va entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, ça va être, c'est quoi aujourd'hui? C'est étude, réalisation et test des capteurs de ligne. C'est possible que je me sois trompé. Hein. Qu'est-ce qui est marqué? T'en occupe pas, oui, mais c'est faux là, oui, oui. Faut pas s'en occuper, ça c'est. Qui c'est qui est en train d'écrire? Ah ben tiens, il est en train de tout nous modifier. Ah ben donc la preuve, c'est que vous pouvez modifier. Donc évidemment, n'hésitez pas, si vous voyez des petites erreurs comme ça, ben, vous les corrigez. Hein. Franchement, mais c'est ouvert, c'est pour vous. Vous le complétez. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous écrivez, bon, demandez un petit peu. Mais si vous voyez une erreur manifeste, ben, allez-y, hein, corrigez. C'est pas. Là, il ne faut pas m'en vouloir si je fais ce genre de petite erreur. Donc, on verra plus tard, ce sera le test. Donc, aujourd'hui, on est là-dessus. Donc, pour faire fonctionner ça, il faut essayer de comprendre déjà ce qu'on veut. Donc là, je vous ai montré le fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait deux capteurs. Il y en a qui ne l'ont pas bien vu. Hein, je vais le remontrer. Si je ne mets pas mes lunettes, je ne verrai rien du tout. Je vais mettre le connecteur à l'envers et je n'ai pas envie de vider la batterie pour rien. Hop, voilà, tant que la batterie est encore opérationnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais vous le montrer autrement, parce que là, on peut ne pas deviner ce qui se passe. Là, le robot est complètement arrêté. Alors, il est arrêté pourquoi? Parce que les deux capteurs sont sur du noir. Et si je le mets sur le blanc, il avance jusqu'au noir. Voilà. Il a avancé, il était sur le blanc, il arrive sur le noir, il s'arrête. Donc, c'est les capteurs qui lui donnent ces informations-là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionnent ces capteurs, qui sont la base de tous ces robots qui suivent les lignes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on se réfère à notre expérience personnelle, si je décidais de suivre la ligne, ce n'est pas très compliqué. Je vais utiliser mes yeux pour voir, mais en fait, mes yeux sont un récepteur. Il est bien évident que si j'éteins la lumière, je ne verrai plus la ligne. Donc, j'ai besoin de lumière. Ces capteurs-là vont utiliser la même chose. Il faut, si possible, qu'ils soient capables de fonctionner même la nuit, alors que moi, je ne suis pas capable. Le robot, lui, va être capable de le faire. Pour cela, il va émettre de la lumière. Donc, on va avoir dans notre capteur une partie qui va... Alors là, quand vous voyez des petites flèches qui quittent un petit symbole, ça veut dire qu'il y a une émission de lumière. Le mot technique, c'est photon. Donc, on émet de la lumière. Et là, typiquement, dans le petit capteur que vous allez voir, il y a, je peux en passer un là, je peux vous passer ça. C'est le petit test qu'on fera.
Voilà, vous avez le petit capteur, c'est le petit carré au bout du... vous allez réaliser le petit capteur, vous allez souder la petite carte, le petit capteur, des fils et un petit connecteur et on va les tester. Donc on va souder ce petit composant, ils sont associés. Donc il y a sur un même petit capteur qui est carré, qu'on verra tout à l'heure, on a un petit module qui émet, donc c'est une lumière. Particularité, on choisit d'émettre une lumière qui est invisible, de la lumière infrarouge. Alors pourquoi on fait ça? Quelqu'un a une idée? Pourquoi on choisit d'émettre de la lumière infrarouge? Exactement, pour ne pas être perturbé par la lumière naturelle. Si quelqu'un arrive avec un flash, bon, même avec un flash, il foutrait la merde. Mais effectivement, s'il y a beaucoup de lumière artificielle, eh bien, on n'a pas ce souci-là parce qu'on va émettre notre propre lumière. On a notre ressource. Non seulement, évidemment, vous avez compris, ça fonctionne la nuit, mais effectivement, ça va fonctionner quel que soit l'environnement lumineux. Alors, par contre, si on se met à l'extérieur avec la lumière du soleil, le soleil, il est tellement concentré en infrarouge en même temps que tout le reste, que de toute manière, le robot, il ne voit plus rien du tout. Donc là, il faudrait faire une autre technique, il faudrait mettre une caméra. Donc là, on est sur des robots qui sont à l'intérieur, hein, dans un environnement qui est quand même un peu maîtrisé. Mais on ne maîtrise pas bien la lumière. Donc on va émettre notre propre lumière de manière à être insensible aux lumières artificielles qu'on aura autour de nous. Typiquement, dans un lieu de compétition, vous pouvez avoir des flashs, vous pouvez avoir des points qui sont concentrés en lumière forte, et puis d'autres endroits où il y a moins de lumière. Si on émet notre lumière, on n'a plus ce souci-là. Donc on va avoir effectivement dans le module un émetteur de lumière, et puis dans le même module, il va y avoir le petit œil. Alors là, c'est un capteur de lumière. Donc comme nous, on voit par réflexion, donc vous avez compris, hein, par réflexion, quand je vois quelque chose, là par exemple, je vois bien la table, et le noir, je ne le vois pas. En fait, mon cerveau me dit que c'est du noir. Mais en fait, je ne vois rien. Alors je vois un petit contraste parfois, parce que c'est un petit peu lumineux, mais théoriquement, je ne vois rien. Et c'est parce que tout est absorbé, rien ne vient vers mes yeux. Mais mon cerveau me dit, ça s'appelle du noir, et je vois un petit peu de reflet, parce que ce n'est pas tout à fait vraiment noir. Il y a un petit peu quand même de réflexion. Le capteur aussi, il va recevoir un petit peu de réflexion, mais beaucoup moins que si c'est clair. Donc les capteurs là, eh bien, quand ils ne reçoivent pas de lumière, le petit capteur récepteur, il ne reçoit pas de lumière, eh bien lui, il va convertir cette information en pas de courant. Alors que si il reçoit de la lumière, il va au contraire dire beaucoup de courant. Ce qui fait qu'en fonction de la quantité de lumière reçue, on va faire changer, varier le courant dans le capteur. Alors le courant dans le capteur est une information qui n'est pas très pratique à manipuler en électronique. On préfère manipuler des tensions. Donc on va convertir le courant en tension. Et pour cela, il y a un composant qui permet cette conversion, ça s'appelle la résistance, avec une formule qui est adaptée. Donc c'est pour ça que vous voyez une petite résistance là. En particulier celle-là qui va convertir. Celle-là plutôt, c'est l'inverse. Pour émettre de la lumière, il faut envoyer du courant dans l'émetteur de lumière. Mais comme j'ai une pile, la pile ça génère une tension mais pas un courant. Il faut donc faire une conversion, une transformation. Et à nouveau, c'est la résistance qui va être capable de transformer la tension en un courant, le courant que comprend l'ADEL pour la petite lumière, l'ADEL pour émettre la lumière. Est-ce que tu peux clarifier la différence entre tension et courant? Alors, en électricité, ce qui compte, c'est le courant. Ce qui fait fonctionner les choses, c'est le courant. La tension est un résultat. La tension est une observation du courant à certains endroits ou à travers certaines charges, certains éléments. Ce n'est pas évident. Je comprends que ça, c'est une notion qui est assez importante, mais effectivement, elle n'est pas évidente à comprendre, la différence entre courant et tension. Donc, par exemple, quand on parle d'électricité, on parle d'électrons. Le courant, c'est le... Pardon, tu as dit? Oui. Alors, l'intensité, c'est la mesure du courant. C'est un flux. C'est comme l'eau. Il faut imaginer... Voilà, il faut imaginer avec l'hydraulique, effectivement. On peut comparer l'électricité, le courant, à de l'eau dans un tuyau.
il faut essayer de l'imaginer comme de l'eau dans un tuyau. C'est comme ça quand j'étais gosse que j'ai appris moi. De l'eau dans un tuyau, c'est ça. Et après, la tension ou une pile, ce serait un réservoir d'eau. Et quand le réservoir est vide, il n'y a plus d'eau. Donc là, quand la pile est vide, il n'y a plus de courant. D'accord? Donc on essaie de visualiser ça. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que quand on travaille sur des informations, les informations, elles sont pas faciles à manipuler au niveau courant. On préfère les manipuler au niveau tension. Donc il faut les convertir. Donc on va mesurer des tensions, conséquence d'un courant. Donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Alors vous avez toute une explication, effectivement, que j'ai essayé d'être au plus proche de vous, mais peut-être pas assez. Donc s'il y en a qui ont envie de reprendre un petit peu le texte ou si vous avez des questions après là-dessus. Alors, donc vous avez vu là ce qui se passait. Là, c'était juste pour vous montrer effectivement que ça marche. Hein. Encore un petit coup là, tac, 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 voilà. Donc le résultat. Alors à aucun moment on a dit au robot, on l'a programmé pour que, il n'est pas programmable celui-là, pour qu'il suive une ligne. En aucun cas, le robot suit une ligne. Ce qui se passe simplement, ça c'est une observation. Et ça c'est important au niveau de l'électronique. Et quand on fera la programmation, c'est pareil. À aucun moment on va dire au robot, suis la ligne. C'est une conséquence de ce qu'on écrira ou de ce qu'on a fait là. Là, on a fait deux choses, vous le verrez par la suite. On a séparé le montage en deux. Il y a deux parties symétriques. D'un côté, on a un capteur. De l'autre côté, on a deux capteurs. Et chacun va faire quoi? Si je vois du blanc, j'active mon moteur. Si je vois du noir, j'arrête le moteur. Voilà ce que fait le robot, enfin ce mobile. Et donc, effectivement, si je le mets là, ben, il va aller n'importe où. Si je le mets que noir, il arrêtera. Et si j'écarte mes capteurs suffisamment pas trop serrés de chaque côté d'une piste, comme vous l'avez vu là, ben, il suit la ligne. C'est un résultat. Mais, enfin, c'est une constatation. Mais vraiment, je n'ai pas cherché au départ à faire ça. Mais avec l'agencement des composants, du mobile, des capteurs, de leur position, ça fait ça. C'est ce que je veux au final, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre, donc de faire ça et de comprendre ça. Donc au niveau, vous êtes très nombreux, il n'y a pas beaucoup de fer à souder. Donc voici le petit composant sur lequel on va travailler. Alors je vais essayer de vous faire un petit cours, hélas un peu technique, hélas, mais je pense que si je ne le fais pas, vous allez m'en vouloir. Et si je le fais après, vous m'en voudrez quand même. Donc bon, on le fait dans tous les cas. Et puis, histoire que je vous prouve que je sais faire. Alors, le composant choisi, il y en a des tonnes de composants comme ça. Hein. J'ai pris le plus sympa. Ce n'est pas une question de coût, il n'est pas très cher. J'ai pris le plus sympa. Alors, il est sympa, mais en même temps, il est un peu fragile. Donc, quand vous allez le souder, si vous ne savez pas souder, regardez quelqu'un qui vous montre. Quand on soude, il faut souder en moins d'une demi-seconde. Il faut que le fer soit bien chaud. On prépare le fer. Je vous montrerai comment on prépare un fer. Et après, on vient et tchac, on fait la soudure. Si vous restez trop longtemps, au-delà de 1 seconde, vous détruisez le composant. Il est très fragile. Mais bon, ça fait pas grave si on le détruit. Vous pouvez vous entraîner avec, je vous ai amené des DEL que je peux vous donner. Alors, donc, voici mon élément qui me permet de répondre au cahier des charges. Alors bien sûr, quand j'ai cet élément en main, il est différent des autres, donc il faut que j'apprenne à m'en servir, il faut que je l'étudie, que je le mette en œuvre. Donc je connais le schéma, mais ça ne me suffit pas. Donc je vais devoir chercher des documents. Donc il y a un fichier qui est disponible dans un autre répertoire, et ce fichier, je vais y retirer des courbes. Alors pour ceux qui ont oublié tout ça, on travaille en XY, XY. Alors on peut imaginer que X ce serait les tensions ou les courants. En fait, les tensions sont en bas, les courants sont comme ça. Ça, c'est un standard en électricité. Comment je me sers de ça? Eh bien, pour pouvoir mettre en œuvre, c'est-à-dire que la DEL infrarouge fonctionne, j'ai compris qu'il faut qu'il y ait du courant qui passe à travers. Et si je regarde la notice du constructeur, en lisant la notice, donc il faut passer du temps à lire cette notice,
je m'aperçois que le constructeur dit « ce composant, il fonctionne très bien si vous suivez mes conseils ». Moi, je m'en suis servi, je l'ai testé, et je vous conseille de travailler à 20 mA. C'est marqué à plusieurs endroits. Bon, ben alors, prenons 20 mA. Alors 20 mA, ça y est, j'ai cette information-là, c'est bien. Sauf que ce composant-là, eh bien, quand il est à 20 mA, par conséquent, sans que je puisse faire grand-chose, il a besoin d'une tension assez borne, minimale. Et cette tension, je vais pouvoir la connaître avec un graphique. Donc ici, j'ai 20 mA, c'est à peu près là, c'est logarithmique. Je viens là, je descends, et je trouve aux alentours de 1,1 volts. Bon, ça me donne deux informations, un couple d'informations qui me manquait pour calculer le seul élément ici que je dois choisir, c'est la résistance. Donc, à partir de là, et du schéma qui était tout à l'heure là, et de ce schéma-là, donc je m'intéresse que à ça. Donc, j'ai comme ça ma résistance, ma DEL, masse. Donc, je suis là. J'ai une tension ici, ça c'est ma source d'énergie, ma pile, qui vaut E. Alors là, il y a un symbole d'une pile. Là, j'ai mis un autre symbole, c'est une source. J'ai ma DEL qui est claire. Je sais que je dois faire passer 20 mA à travers. Ça, c'est le mien. Ça, c'est... Il est fatigué, le mien. Je sais que je dois faire passer 20 mA et qu'il faut qu'il y ait 1,1 volt ici pour que ça fonctionne. Voici les critères. Ensuite, j'ai ce schéma-là de mise en œuvre, c'est le schéma classique, la mise en œuvre de tous les composants standards. Donc, il faut que j'identifie ça. C'est l'élément qui me manque. Ça, c'est ma source d'énergie, c'est ma pile. Dans mon exercice, là, j'ai une petite pile LiPo qui, quand elle est chargée nominalement, vaut, donc là, c'est marqué dessus, 3,7 volts. 3,7 volts. C'est cette tension qui est de là à là. Donc là, j'ai cette information-là. Là, j'ai 3,7. Là, j'ai... Ouais, ça ne vaut rien du tout. C'est fatigué. Merci. Ouais, attends, j'en ai là, mais je les ai pris. J'ai les miens. Mais j'étais parti... Non, mais je pense que déjà, ils doivent être bons. Je suis tombé sur le mauvais bleu, là. Là, non, théoriquement, ils sont neufs. Je ne m'en suis pas beaucoup servi. Donc, où j'en étais? Alors, donc là, j'ai 3,7. Et là, j'ai... Non, c'est le tableau. Hein. C'est le tableau qui... Il faut que je... Hop, tac, voilà. Donc là, j'ai 3,7 et je veux 1,1. Donc déjà, j'ai plus que ce que je veux. Alors vous avez vu, je suis basculé courant-tension tout d'un coup. J'ai de la tension, mais ce qu'il y a, c'est du courant. Ce qu'il y a, c'est que des sources de courant, ça n'existe pas. Si. Si. Ça s'appelle des cellules solaires. Seulement, les cellules solaires, c'est un peu compliqué. Ce qu'on a à notre disposition, c'est quoi? C'est des piles. Donc, il faut partir de piles. Donc, les piles LiPo qu'on utilise, donc c'est des piles, les piles qu'on a dans nos téléphones portables, par exemple. Donc, c'est des piles qui, valeur nominale, font 3,7 volts. Donc, je parle en tension, 3,7, et je sais que non seulement il faut que je fasse passer 20 mA dans ma DEL, mais en même temps, il faut qu'il y ait assez borne 1,1 volt. Alors, qui peut le plus, le moins? Si j'ai 3,7, je peux fournir 1,1. Par contre, si on me demandait, à partir de 3,7, d'alimenter quelque chose qui est en 12 volts, je ne peux pas, a priori. Par contre, comme j'ai plus, je peux aller vers moins. Mais évidemment, je ne peux pas directement brancher ma pile directement sur la LED. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais la griller. Alors, il faut mettre quelque chose qui va adapter, qui va réduire, et en même temps réduire, qui va faire cette fameuse conversion tension vers courant, puisqu'en fait, moi, je veux 20 milli. Et oui, c'est la résistance qui va permettre ça. Alors, pour maintenant trouver la résistance, il y a deux choses. Il faut d'abord connaître la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm me dit que la résistance R ici, c'est U sur I. U, c'est celui-là.
d'accord, à ces bornes, et ici, c'est le courant dans la branche. Alors, le courant, je le connais, il est là. La tension ici, c'est ce que j'ai en trop à perdre. J'ai 3,7 et je n'ai besoin que de 1,1. Donc, je dois perdre 3,7 moins 1,1. Voilà ce que va faire la résistance. Elle va non seulement convertir, mais elle va me faire chuter la tension qui est trop élevée vers ce que j'ai besoin. C'est cette formule-là. On peut zoomer là Où c'est qu'on a le zoom là? Contrôle la molette. Donc, le calcul de la résistance se fait en soustrayant la tension d'alimentation moins ce que j'ai besoin, et je divise par le courant. Ça, c'est la loi d'Ohm. Le résultat me donne une valeur de 130 ohms. Alors 130 ohms, ça n'existe pas dans les séries standards. Je dois choisir une valeur qui encadre ça. C'est 120 ou 150 qui existent dans les séries. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je prends 120. Si je prends une résistance plus petite, elle résiste moins, donc il va y avoir plus de courant, je vais éclairer plus fort, mais en même temps, je vais réduire l'autonomie de mon robot, puisque je consomme plus. Si je prends 150, je réduis la consommation, mais la quantité de lumière. Alors comment choisir? C'est simple, on teste. On teste et on regarde. Si ça marche bien avec 150, ben on garde 150. Comme ça, on consomme moins. Parce que n'oublions pas qu'on est sur un mobile, donc au bout d'un moment, il va être vide. Combien de temps ça va durer? Derrière, on peut réfléchir aussi à l'autonomie du montage. Quand on fait une compétition, bon, en général, on a plusieurs packs d'accus, on recharge, mais en fait, il faut déjà vérifier que vous êtes capable de faire, je ne sais pas, je vais dire 3 minutes de compétition, c'est le minimum quand même, enfin, avoir le règlement, bien sûr. Hein. Donc ici, il faut tester effectivement pour voir ça. Alors ça, c'était pour la partie, donc la résistance qui adapte l'émetteur avec la source d'énergie. Un petit peu plus difficile, donc c'est le deuxième élément sur le schéma. Maintenant, on fait l'inverse. Donc, on a une réflexion sur le blanc ou pas du tout de réflexion sur le noir. Et on doit récupérer ici l'information correspondant à la quantité de lumière reçue, mais sauf que ça va être exprimé en volts. Alors, évidemment, on passe par une première étape qui est le courant. Parce que le composant, comme tous les composants électroniques, il va recevoir de la lumière et il va la convertir en courant. Donc, la première étape, ça va être effectivement être capable de bien adapter ce composant-là à notre besoin. Et là, on va être obligé à nouveau de consulter le document technique. Cette partie-là est plus compliquée. Bon, je l'ai dépouillé un petit peu, il faut me faire confiance. Hein. Ce composant-là, je l'utilise depuis plus d'une dizaine d'années, donc je connais un petit peu son fonctionnement. Alors, donc, ce symbole-là, c'est un transistor. C'est un composant important en électronique. Hein. Il y a eu un prix Nobel dans 56, je crois, découvert en 47 ou 49. Prix Nobel en 56, je crois. Bon, c'est la révolution, le transistor. Hein. Alors, ce transistor-là, lui, les transistors, normalement, ils sont commandés. Et comme tous les transistors, lui aussi est commandé, sauf qu'habituellement, le transistor est commandé par un courant. Mais lui, il est commandé par de la lumière. Donc, la lumière va être transformée en courant pour, à la fin, avoir l'effet transistor. Donc, on va, nous, essayer de simplifier le fonctionnement, parce que sinon, c'est compliqué. On va considérer deux situations idéales. Il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, à ce moment-là, il n'y a pas de courant qui est transformé. S'il n'y a pas de courant, c'est comme si le transistor ne fonctionnait pas. C'est comme s'il n'y était pas. C'est comme s'il n'y était pas. Je l'enlève. À ce moment-là, je me retrouve avec un montage qui est comme celui-ci. Alors par contre, question, ouais. Ouais, il y avait le gel quelque part, je ne sais pas.
On va essayer quand même. Alors, donc là, cette fois, c'est R2, cette fois. Donc là, voici le montage. Donc je ne regarde que cette partie-là. Évidemment, il me faut toujours une source. Donc ça, je l'oublie. Je l'ai réglé, je l'oublie. Je m'intéresse juste à ça. Donc, deux situations. Je suis sur le noir. Sur le noir, il n'y a pas de lumière qui est réfléchie. Le phototransistor ne fonctionne pas. Donc, s'il ne fonctionne pas, ça veut dire que dans cet état-là, c'est comme s'il n'y était pas. Voici le montage qui reste lorsque j'enlève ce qui ne fonctionne pas. Résultat ici, je dois être capable de donner la valeur du signal de ce que j'ai à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, les choses sont assez simples. Je suis dans la même situation que tout à l'heure, sauf que cette fois, la question, c'est ça. La valeur de résistance, vous allez voir, n'a aucune importance dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais connaître cette information-là. Je connais cette information-là. Ce que je vois, c'est que le circuit est ouvert. Et je viens de le dire, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Le circuit est ouvert. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de courant ici, je peux l'écrire, par exemple, je peux écrire I égale 0. À ce moment-là, que vaut la résistance? Ben, la résistance, elle a une tension, d'après la loi d'Ohm, divisée par le courant. Ici, le courant peut être égal à 0, la résistance peut prendre n'importe quelle valeur, ça n'a pas d'importance. En fait, je ne peux même pas la calculer pour l'instant. Je ne peux pas vous dire vraiment la valeur. A priori, je peux mettre n'importe quoi. Pourquoi pas l'infini, comme c'est indiqué. Par contre, ce que je sais, c'est que, d'après la loi d'Ohm aussi, la tension U aux bornes d'une résistance, quelle que soit cette résistance, multipliée par le courant, ça c'est la formule qu'on connaît. Et si ça vaut 0 parce que le circuit est ouvert, ça veut dire que la tension est égale à 0. Donc là, il n'y a pas de tension à mesurer. S'il n'y a pas de tension là, la tension qui est ici est égale à celle-là. Donc lorsque le capteur est sur le noir, le composant ne fonctionne pas, je peux l'enlever, et l'information que je récolte à cet endroit-là, en sortie, de là à là, la tension de sortie, c'est la tension de la pile. Donc quand il est sur du noir, je récupère comme information la valeur de la tension de la pile. Bon, d'accord. Maintenant, ça, c'est une information importante, mais ça ne m'a pas permis de dimensionner R, puisque même je peux mettre l'infini. On va tester maintenant l'autre situation. Le capteur est sur le blanc. Cette fois, il y a beaucoup de lumière qui est renvoyée. Donc le capteur, lui, allez, on va exagérer. Il reçoit énormément de lumière. Tellement de lumière qu'il est complètement saturé. Dans ce cas-là, le transistor, s'il est complètement saturé, c'est comme si c'était un interrupteur fermé. Je me mets dans la situation absurde opposée. Tout à l'heure, j'ai dit il est complètement ouvert. Ce n'est pas vrai, mais c'est proche de la réalité. Et je vais me mettre dans les conditions idéales, parce que je n'ai pas envie de calculer trop compliqué, et ça ne sert à rien. Et là, je me mets dans la condition idéale opposée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le transistor, il est complètement saturé, équivalent à un court-circuit. Alors tout de suite, je peux dire quelle est la tension à ce moment-là. Quelle est la tension au bord d'un court-circuit? 0 volt. Donc sur le blanc, je lirai avec mon voltmètre 0 volt. Sur le noir, je lirai la tension maximale de ma pile. Voilà mes deux informations. Alors bien sûr, ça c'est un résultat très intéressant, mais il faut aussi que je choisisse une résistance. Je ne peux pas mettre n'importe quoi, je ne peux pas mettre l'infini, il va y avoir des problèmes, il faut quand même que je choisisse une valeur. Donc, je me mets dans cette condition-là, et là, je regarde quelle est la formule qui me permet de calculer ici la résistance. Alors, la tension, je l'ai là. Il me manque quoi? J'ai ma formule, hein, là, en court-circuit, je me retrouve avec un schéma qui est comme celui-ci. J'ai ma source d'énergie et ma résistance, là, voilà le résultat. J'oublie que j'ai mesuré 0 volt. L'exercice, c'est celui-là. Donc là, j'ai ma tension, j'ai la loi d'Ohm toujours pareil. Donc si je veux R, c'est comme tout à l'heure, pareil, ça n'a pas changé, U sur I. Donc U, c'est la tension d'alimentation. Bon, d'accord.
Mais pour avoir R, il me faut I. Et là, je suis coincé. Je vais à ce moment-là aller voir ce que me dit le constructeur sur le composant. Donc là, c'est un petit peu délicat. Il me dit quoi? Alors, eh ouais, il y a des... Alors, je vous rassure, mes étudiants, quand j'arrive là, et... Ah, arrêtez. Bon, on va essayer d'aller... Il faut le faire, un petit peu, mais ne le mémorisez pas trop. Après, vous le relirez tranquillement, si vous le souhaitez. Alors, le fabricant dit que lorsqu'il utilise le capteur, lorsqu'il le teste avec donc 20 mA, il observe plusieurs choses. Si on a 20 mA et qu'on est à une petite distance de la réflexion, à ce moment-là, on va avoir différentes valeurs qui sont disponibles en fonction du courant qu'on veut mettre. Donc c'est un couple de valeurs. Dans tous les cas, nous, on sait qu'on est complètement saturé. Donc on est plutôt par là. Donc au niveau des valeurs, ce que je vous ai dit, a priori, on est proche de 0. Oui, c'est vrai, ce sera proche de 0 ici. Ça, c'est juste une confirmation que c'est un court-circuit. Donc on l'oublie momentanément. Là, plus intéressant, parce que notre capteur, il n'est pas vraiment à 0,3 mm, c'est vraiment très très proche. Nous, on est plutôt autour des 3-4 mm. On va s'écarter un petit peu. Donc 3-4 mm, on est par là. Toujours dans les conditions, vous voyez, 20 mA. Donc on est plutôt par là. Et là, il nous dit que le courant serait, alors 0,1, 0,2, 0,3, on serait aux alentours de, vous voyez, voilà, par là, entre 0,2 et 0,3. Entre 0,2 et 0,3, les 0,25, 0, à peu près. Je ne sais pas combien j'ai choisi. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il nous propose comme courant. Alors on va se servir de ça, de ce courant-là, pour essayer de dimensionner. Encore une fois, après, il faudra faire des tests, pour voir si on a eu raison. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me mets dans une situation avec une très petite valeur, et j'ai choisi, combien? J'ai choisi 0, je reprends celui-là. Donc je me suis mis à, on est en milliampères, je me suis mis à 0,2. J'ai choisi ici, donc 0,2 celui-là. Donc je suis à peu près à, je me suis mis à un petit peu plus à 5 mm. Peut-être que j'avais mesuré 5 mm, je ne sais pas. Donc je prends comme valeur donc 0,2 milliampères, soit ici en ampères 0,0002. 3,7 ma pile. Et puis, je considère que le transistor est quasiment un court-circuit. Alors, pour respecter un petit peu, je ne mets pas tout à fait 0. J'aurais pu mettre 0. Franchement, ça ne changeait rien au problème. Mais je vous montre quand même que ce n'est pas vraiment 0. Donc, je prends un chiffre, un petit chiffre. Je fais ma soustraction, je divise par ça. Donc, je rappelle, ça n'a pas d'importance. Je pourrais mettre 0 là. Ça ne change rien au problème. Hein, surtout que là, soustraire 0,3 à 3,7, c'est une petite valeur, ça n'a pas d'impact, contrairement à ce que disent les mathématiciens, où c'est super important en physique, c'est rien du tout. C'est trop petit. Donc ce qui compte, c'est ça et ça. Et là, ça me donne un ordre de grandeur. Ça qui compte. Je sais, avec ce chiffre-là, à peu près où est-ce que je dois choisir mes résistances. D'autant plus que ce que je viens de voir, c'est dans les conditions idéales du constructeur. Il fait ses essais dans un laboratoire avec, regardez bien ici ce qui est marqué, une carte Kodak type neutre. On n'est pas prêt d'en trouver de ça. Donc nous, on va faire nos essais. Ensuite, au niveau du capteur, la distance, on ne sait pas combien on est à peu près. C'est pas grave. L'idée, c'est à la louche, on essaie d'avoir une idée de la valeur. Et ensuite, on va le mettre en œuvre. Et on va constater si on s'est trompé et de combien on s'est trompé. Donc, je trouve environ 17 kg. Homme. Bon, eh bien, cette résistance n'existe pas. Dans tous les cas, de toute manière, ces calculs, ça sert, encore une fois, juste à donner l'ordre de grandeur, parce que très souvent, les résultats théoriques ne peuvent pas être vérifiés réellement en pratique pour les amateurs, parce qu'on a des composants qui sont dans des gammes, et il y a peu de chances qu'on tombe pile sur celle-là. Exact.
Là, elle n'existe pas dans les séries standards. Ce qui existe, c'est 15 ou 18, l'intervalle. Donc je vais tester avec une 15, je vais tester avec une 18. Et il y a de grandes chances que ça marche à peu près. Comment on peut considérer que l'une ou l'autre est la bonne valeur? Eh bien, il faut que quand on fait nos essais en test, donc là, vous avez la maquette de test, je vais prendre mon capteur. Alors évidemment, je ne vais pas le coller au sol, sinon ça ne sert à rien. Donc manuellement, je vais essayer de me mettre à 3-4 mm. Pas facile, hein, donc à peu près. Dans tous les cas, vous allez voir très vite, sur le noir, vous avez une valeur qui va monter. Sur le blanc, elle va baisser. C'est ce qu'on a dit. Et plus sur le blanc, vous êtes proche de 0, et en même temps, pour la même valeur, sur le noir, vous êtes proche du maximum, meilleur est votre choix. Si vous faites un mauvais choix, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que vous soyez sur le blanc à 0, mais sur le noir à non pas 3,7, mais peut-être 2. C'est que vous avez mal choisi la résistance. Et inversement, en choisissant dans l'autre sens la résistance, vous auriez sur le blanc non pas 0, mais peut-être 1 volt ou 2 volts. Et sur le noir, vous auriez 3,7, oui. Sauf que il y a longtemps qu'en approchant, en passant du blanc au noir, donc le gris, nuance, bien avant, sur le gris, déjà il s'est saturé, il est passé à 3,7. Donc l'idée du choix, c'est que pour une distance donnée, il faut que je trouve la valeur qui me donne une progression la plus douce, de manière à ce que lorsque je ferai mon robot après, quand il commence à s'approcher du noir doucement, je corrige la vitesse avant qu'il soit trop tard et que je sois obligé de rajouter plus de force. Ce faisant, contrairement à ce que vous avez vu là, mais sur un robot plus performant, ce sera la deuxième étape, la programmation. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a un robot qui va être fluide, contrairement à celui-là qui est saccadé, parce que sur le noir arrêté, sur le blanc, il marche. Là, il est en saccade, enfin, il pompe, enfin, il y a plein de termes pour dire ce qui se passe. Quand on va pouvoir lire cette information-là, il va être beaucoup plus fluide. Je ne pense pas que je puisse vous me présenter l'autre, je le ferai plus tard. Je n'ai aucune idée du programme qui est dedans, parce que je l'ai récupéré comme ça pour le montrer. Donc vous avez vu, vous avez fait passer le robot là? Vous avez regardé un petit peu? Alors celui-là, regardez-le, mais ne touchez pas au câble, parce que c'est un prototype, donc vous touchez pas, ça, je ne pourrai plus refaire de test. Après, c'est pas grave, je le recablerai. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est souder, tester. Okay. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir... Alors, pour cela, vous avez besoin de quoi? Ça, c'est tous les éléments nécessaires pour faire le capteur. Donc, une résistance, 2 résistances. Les résistances, on ne va pas les souder. Parce qu'ils vont être mis après, on va les planter dans le paquet d'essai. Si vous regardez ça, vous en profitez pour voir à peu près au niveau de la plaquette, ce qu'il faut pour pouvoir faire des essais. Il vous faudra un petit connecteur, donc c'est ça en fait, aujourd'hui vous allez faire ça. Aujourd'hui, il faut faire ça. Un petit circuit imprimé, un petit capteur et soudé, 3 fils de couleurs différentes, si possible, c'est mieux. Un petit connecteur à l'extrémité, vous allez souder. Et puis, une fois que c'est fait, en espérant que vous n'avez pas cramé en soudant le capteur, on le teste. Alors là, il y a une plaquette de test, on peut en mettre d'autres. J'ai plein de résistances, je ne sais pas où elles sont. Donc j'ai amené plein de résistances. Donc j'ai amené des... Alors les 22 kg, bon, on a dit que non. Des 150, donc il y a plein de 150. Il y a des 15 kg. Qu'est-ce que j'ai pris là? Des 18 kg. Voilà. Tiens, si vous voulez des DEL vertes, vous servez. Là, j'en ai déjà donné plein à mes étudiants. Il y avait 5000, voilà ce qui reste. J'en ai encore 10 000. Ah oui, ben, vous servez. Et vous pouvez les tester. Alors par contre, ne vous amusez pas. Enfin, si vous voulez les détruire pour prouver que si on applique directement une tension très élevée sur une LED, elle crame, bon, faites-le si ça vous fait plaisir. Mais bon, le mieux c'est que ça s'allume et qu'elle reste allumée plutôt qu'elle crame. Il y a des petits fils, voilà, qui sont là-bas. Alors pour cela, il faut... Normalement, c'était coupé à la bonne longueur. On en a coupé quelques-uns à la bonne longueur.
Sinon, il faut plus. Pour cela, et sinon, alors la longueur classique, on doit être aux alentours de 15 cm. Donc, une fois qu'on a coupé nos fils, pour ceux qui ne savent pas, il faut enlever la gaine isolante aux deux extrémités avec une pince à dénuder bien positionnée pour ne pas tout casser. Donc, on tire que la gaine isolante. Une fois qu'on a enlevé, on a laissé environ 5 mm de chaque côté. On a dénudé, on a enlevé de la gaine isolante 5 mm de chaque côté. Première étape, on prend les fils et avec les doigts, on les torsade. Parce que si vous ne faites pas ça, les fils vont partir dans tous les sens. Ce sera plus dur à souder. Donc, premièrement, on torsade. Ensuite, ces fils-là, on les soude, on met de l'étain dessus avant de les souder sur le connecteur, sur la carte. Et ce faisant, ben, quand on les a torsadés, on a mis la soudure, ils vont rester bien en place. Et ça va aider à souder après ce fil sur la carte ou sur le connecteur parce qu'il y a déjà de la soudure. Donc, comme il y a déjà de la soudure, lorsqu'on va passer à la soudure, on dit brasure, le mot exact c'est brasure. Lorsqu'on va souder donc ensuite, eh bien, étant donné que vous avez déjà de la soudure, ça va aller beaucoup plus vite. Ce qui fait que parfois, vous avez certains types de connecteurs ou de composants. Je vais reprendre mes lunettes parce que sinon il n'y a rien de tout. Vous avez certains types, ce n'est pas le cas ici, mais vous avez parfois des connecteurs qui ont déjà une petite partie brillante, tout ça, comme s'ils avaient été pré-imbibés de soudure. C'est le cas. Et ça vous permet de souder plus vite. Donc tout ça, ça vous permet de faire quoi? Lorsque vous avez soudé, vous mettrez moins de temps à souder, ça prendra bien, et vous ne risquez pas de détruire le composant. Alors évidemment, je vous conseille, si vous débutez, de souder d'abord des choses pas fragiles, des fils sur des connecteurs, avant de souder le capteur sur la carte, parce que là, il faut être à l'aise, voilà, que la température du fer soit à bonne température, que vous ayez fait plusieurs essais. Donc on ne commence pas par le difficile en premier, on commence par ce qui n'est pas fragile. Donc souder des fils à un connecteur. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est la première chose à faire. Vous avez des petites gaines thermo. Alors ce qu'on fait en général, c'est que quand vous avez 3, vous pouvez faire l'économie. Moi, j'en ai mis partout. Mais comme vous avez 3 fils, si vous voulez éviter les courts-circuits, vous en mettez au moins de la gaine thermo au milieu. Alors, comment on met de la gaine thermo? Une fois qu'on a mis les fils, on coupe un petit bout de gaine thermo. C'est un petit tube que vous allez passer dans le fil. Il va venir au contact et quand c'est fait avec un briquet, on le chauffe. Il va se rétrécir sur la soudure et ce faisant, il va éviter le court-circuit entre les autres. Bon, moi j'en ai mis 3 là. Je ne sais pas si j'en ai assez. J'en ai récupéré un petit peu, mais donc voilà. Pour bien faire, pour aller jusqu'au bout, il faudrait, comme je l'ai fait ici, rajouter un peu de pistocol pour que les fils restent en place, parce que comme on les manipule plein de fois, au bout de... pendant la compétition, les fils cassent, typiquement. Voilà, au mauvais moment, au plus mauvais moment, les fils cassent. Toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est au mauvais moment que ça casse. Donc là, on va effectivement, pas tout de suite, mais plus tard, on pourra mettre un peu de pistocol pour faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc le connecteur, les petits circuits imprimés ont une référence, vous prenez des fils différents. Qu'est-ce que j'ai écrit encore comme bêtise? Voilà ce qu'il faut faire. Et puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà, hein? Oui. Alors oui, non mais moi j'ai un pistolet à l'air chaud, mais bon, est-ce qu'il y en a ici? Je sais pas. Après, j'espère qu'il n'y a pas de fumeur, mais... Non, mais ça crame le fil, c'est horrible. Ouais, je suis d'accord, mais si tu fais attention un petit peu loin. Alors, un truc que je déconseille, c'est prendre le fer à souder et venir contre, parce que c'est pas mieux, ça. Le transistor, t'as pas compris ce qu'est un transistor? Alors, qu'est-ce qu'un transistor? La définition d'un transistor, c'est un composant qui amplifie le signal. Tu as un petit signal à l'entrée, il passe dans un transistor et il sort agrandi. Le transistor est un multiplicateur. C'est comme un chiffre, voilà, c'est un multiplicateur. Tu vois? Donc, tu as un petit courant à l'entrée et en sortie, tu as un fort courant, plus grand. Et le coefficient de multiplication est choisi en choisissant le transistor. Tu as des transistors qui amplifient peu et d'autres qui amplifient beaucoup. Donc on le choisit par rapport à ça. Le transistor qui nous intéresse, c'est un transistor qui tu n'as pas d'entrée classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant en entrée, c'est une lumière.
la lumière est convertie en courant à l'intérieur, je ne vous dis pas comment. Et donc, la lumière remplace le courant de commande. Tu as toujours le coefficient multiplicateur, sauf que celui-là, il est adapté à recevoir une lumière, donc il va amplifier dans le but de se saturer. Beaucoup de lumière, le transistor va être complètement saturé. Nous, on va s'intéresser non pas à son coefficient d'amplification, mais au fait qu'il est complètement saturé, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle très très basique, et ça fait partie aussi des possibilités standards, maintenant c'est 99% des applications, c'est la commutation, c'est-à-dire qu'il est soit ouvert, soit fermé, soit il est passant, soit il est bloqué. C'est ce qui se passe dans les microprocesseurs. La logique, 1 ou 0. Un peu de logique, 1 ou 0. Donc le transistor est l'élément cœur de tous les microcontrôleurs, et suivant qu'il est passant, qu'il fonctionne, qu'il y a un courant qui passe à travers ou pas, il va correspondre à un état logique et on va faire derrière des microprocesseurs. Donc nous, le transistor, comment on s'en sert, c'est quasiment comme ça. On veut soit, il est complètement passant, donc c'est un court-circuit, je court-circuite complètement, soit il n'est pas du tout passant, et c'est comme s'il n'existait pas. Voilà comment aujourd'hui on va s'intéresser au transistor. On verra à la dernière partie du projet, il va y avoir des composants des transistors pour cette fois commander les moteurs, parce que le cerveau qu'on va voir la semaine prochaine, où on verra, n'est pas capable de piloter un moteur directement. Donc il va falloir l'aider. Et pour l'aider, il va falloir lui donner de la force. Et le transistor va être là pour faire le lien, le relais, l'amplification. On va retrouver la fonction amplification dans ce but-là. Petit courant d'entrée pour piloter un fort courant, celui nécessaire pour faire tourner un moteur. D'autres questions? Oui? Je voudrais faire une intervention, si tu as fini, avant qu'on passe là-bas. S'il n'y a pas d'autres questions techniques là-dessus, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les transistors comme ça, C'est le but, là. un bon bouquin ou quelque chose avec l'analogie hydraulique. C'était quand même un vieux truc, mais Ouais. ça explique bien les choses. On peut peut-être trouver, mais honnêtement, il y a bien longtemps que... Mais en fait, moi, je n'ai jamais enseigné en collège, ça n'existe plus, ou en lycée. Donc, tant que ça doit exister. Mais c'est de plus en plus difficile de trouver des livres d'électronique. Il y en a encore. Hein. Un vieux livre s'appelle Résitransi. Alors, Résitransi était édité par Electror, et ça avait pour but, effectivement, de faire démarrer. Tu en as un? Tu l'as? Oui, Ouais. je les ai encore. On pourrait l'amener pour voir... Non, mais on les trouve. Hein. J'aurais un mot aussi, alors c'est pas une question, c'est juste un mot. Enfin, deux choses. Déjà, la première, ça s'adresse notamment à la jeune génération. Tu as dit qu'en physique, on pouvait être approximatif, que ce soit bien clair. Dans ce contexte-là, n'allez pas balancer à vos profs de physique, à mes malheureux collègues, que 3,7 et 3,4, c'est la même chose. Parce que moi, je suis prof de physique dans le secondaire, vous me faites ça sur une copie, je vous allume. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si du coup, il y en a qui veulent revenir sur la loi d'Ohm, sur la loi d'émail. Enfin, Je n'ai pas parlé de la loi des mailles, t'as vu? oui, mais tu l'as appliqué. Je l'ai appliqué, mais sans vraiment le dire. Donc, si vous voulez que quelqu'un revienne dessus à un niveau plus accessible pour, en gros, de la 4e à la seconde, vous pouvez me demander, je peux réexpliquer s'il y a besoin. Mercredi? Oui, mais l'idée, non mais tu as raison. Hein, là, c'est sûr, c'est impossible que je puisse satisfaire tout le monde, tous les niveaux. Donc, hélas, je vous donne l'information, et après, ça a besoin d'être dégrossi et adapté à chacun d'entre vous. Donc, et peut-être qu'un collègue qui enseigne en lycée ou en collège est certainement plus apte que moi à présenter ces notions-là, parce que la population des personnes qu'il rencontre, c'est justement ce type de personnes, de jeunes. Alors peut-être qu'il y a des moins jeunes qui pourraient être intéressés par ça aussi, bien sûr. Oui, c'était la dynamique de ma remarque. Hein. C'est pas du tout pour remplacer, c'est pour apporter une autre approche complémentaire. Est-ce que je dirais pas
Ici, bon. Ok. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour revoir ces parties-là? Donc, il faudra se rapprocher de, rappelle-moi, Mathieu. Il faudrait se rapprocher de Mathieu pour organiser une session. Voilà, comme ça. Et ça, moi, je trouve ça, c'est très bien. Moi, je vous donne un truc, lui, complément. Peut-être qu'il y a l'autre collègue qui pourra faire une autre partie encore. Et c'est vrai que mon expérience fait que je vais souvent, c'est mon côté physicien, parce que j'ai l'expérience, je peux minimiser. Et c'est vrai que quand je dis, par exemple, à mes étudiants, 10 plus 1, le mathématicien, il va vous dire 11, le physicien, il vous dit 10. Parce qu'il accepte de faire une erreur de 10%. La pratique lui prouve que ce n'est pas gênant d'avoir 10% d'erreur. Ça marche quand même. Mais il a l'expérience. Il a l'expérience. Mais le mathématicien va dire non, 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 10 plus 1, c'est 11. Oui, c'est 11, 10 plus 1. Mais moi, j'ai qu'une résistance de 10 kg, je n'ai pas une résistance de 11 kg, donc je fais avec 10 kg, ça marche. Donc j'accepte une erreur. Et ça marche bien. Donc je continue avec ça, et ce qui me permet, moi, d'avancer, au lieu de tout le temps perdre du temps à chercher pile poil, et en cherchant la précision, je perds ici du temps sur le fonctionnement. Une tonne, on a récupéré une tonne. Donc j'ai pas tous les engrenages, les tout petits, j'en ai pas en très grande quantité. L'impression 3D, on va la faire ici. Donc c'est le but. Hein. Et puis après, on prend la plaquette d'essai. Alors vous avez vu des plaquettes d'essai. Donc vous avez. Voilà. Donc là, ceux qui ont. On avait vu un petit peu ça la fois dernière. Donc c'est pareil, si vous en avez acheté une pour vous, pour apprendre, c'est très très bien. Regardez comment ça fonctionne. Celle-là, il n'y a pas le dos. Le dos était enlevé. Donc c'est intéressant de regarder comment c'est connecté pour apprendre ça. Donc ça c'est essentiel effectivement pour ne pas faire des bêtises. Donc si vous n'avez jamais utilisé ça, demandez conseil. Ça s'achète où? Alors moi ce que je vous conseille d'acheter chez Gotronic, c'est pas sur Nîmes, c'est que à distance. Donc par exemple Gotronic, moi j'achète pas mal chez Gotronic, parce que je trouve qu'il est pas trop mal. Mais après, bien sûr, vous tapez Amazon, vous tapez AliExpress en Chine. Bon, mais oui, mais bien évidemment. Donc c'est sûr qu'AliExpress, il n'y a pas. C'est imbattable en termes de coût. Mais par contre, il faut attendre 3 semaines. Bon, oui. Tu as un. Ah oui, cela, ça me dit quelque chose. Ah oui, aux Obotes, ouais, d'accord. Ouais. Oui, ça c'est pas mal ça. C'est assez intelligent ce petit truc. Donc pour débuter, voilà, il nous faut ça. Ça va être la base parce que là, vous avez vu, le robot là, on va pouvoir faire cet essai à partir de ça. Et donc en fait, l'idée, ça va être de trouver comment placer ça sur un mobile avec des roues pour que l'électronique qu'on va mettre dessus fonctionne. Donc ça, c'est la première étape. Si on arrive à faire ça, après, on pourra faire évoluer. Mais il faut que ceux qui débutent, il faut qu'ils arrivent à faire ça. Voilà, avant d'aller plus loin. Et je pense que ça, on peut y arriver sans trop de problème. Voilà. Donc, alors ça coûte 5 € je crois, chez Gotronic. Des petits fils, si vous avez tout le monde a des petits fils, vous pouvez les acheter aussi. Hein. Ça s'achète, ça se vend aussi. Si vous voulez pas, moi je sais que quand j'avais 15 ans, je les ai récupérés, je me suis fabriqué. Bon maintenant, ça s'achète tout fait. Ça doit être du eBay. Ouais, alors sur eBay, ça coûte rien. Après vous pouvez vous couper aussi, hein. Vous pouvez vous couper pour acheter. C'est vachement élevé. Alors Gotronic, ouais, peut-être. C'est pareil, si on regroupe, ça coûte moins cher, c'est gratuit. À partir de 150 €, peut-être c'est gratuit. Donc il y a différentes catégories de moteurs, on en reparlera plus tard. Mais l'idée dès le départ, c'est de trouver une source, avoir peut-être une idée de design, avoir des moteurs. Si vous avez vos moteurs, on regarde s'ils vont bien ou pas. Peut-être je vous dirai ils sont pas bons, hein. Mais si vous les avez, on peut peut-être essayer et que vous fassiez vous-même votre design. L'idée de base, par contre, c'est que vous soyez tous capables avec votre mobile de supporter cette plaquette. Voilà. De mettre un truc à l'avant pour fixer. Tout le monde a vu le petit robot là? Donc comment sont fixés les capteurs?
Il y en a un autre qui circule là. Alors celui-là, il est un tout petit peu plus sophistiqué. Celui-là, il permet de faire de la résolution de labyrinthe. Il est un petit peu plus sympa celui-là. Bon, donc s'il y en a qui savent souder, ils peuvent déjà préparer un petit peu le terrain pour les autres. Alors par contre, on n'a que 2 fers à souder. Voilà, mais il faut le mettre là-bas, on va se mettre là-bas. On met en chauffe les fers à souder.